Alors en fait, histoire de parler de comment la musique nigérienne a évolué jusqu'à l'afrobeat aujourd'hui, ça m'intéresse de vous montrer comment cette musique a évolué. Alors je suis pas remonté aux années 30 où on a les premiers enregistrements. Par contre, la petite particularité, c'est qu'on a des tambours qui sont des tout petits tambours à aisselle comme ça, qu'on met sous le bras et avec lequel on tape assez fort. C'est la différence qu'il peut y avoir entre la musique nigériane et les autres musiques d'Afrique noire, puisque le Nigeria est le plus grand pays d'Afrique, 140 millions d'habitants, c'est pas un petit truc, hein. Et 250 langues parlées, c'est pas un petit truc non plus, donc on a des influences principalement par des Yoruba sur la gauche. Il est évident que je suis pas un grand spécialiste. Voilà à quoi ça ressemble. On dit Jajuka et Juju, c'est ce qui va donner le nom de la musique nigériane qu'on va écouter tout de suite. C'est les premiers enregistrements des années 30. Alors ce qui arrive assez vite, c'est que l'influence africaine se répand avec le développement économique et on a plutôt des orchestres de cuivre, avec le premier qui s'appelle Mensa, qui vient du Ghana et qui va influencer l'ensemble de la musique nigériane. On est plutôt dans des musiques de club, dans des hôtels. Vous dansez ? Freedom, toils of the brave, and the sweat of their labors, toils of the brave, which have brought results. Voilà, ce qui est passionnant avec Mensa, c'est que ce système de club dans lequel il va intervenir au Nigeria, on va le retrouver un peu partout. Je vous dis, il vient du Ghana. On est plutôt sur de la musique cuivrée, et si j'ai quelque chose à résumer pour vous faire découvrir, c'est que cette musique avec des gros bandes de cuivre va être remplacée tout doucement par de la guitare électrique ou même par de l'accordéon. Encore Mensa. On est dans les années 40. Un vrai sujet d'actualité. Vous comprenez le principe, voilà à quoi ressemble encore Mensa, c'est une musique qui... La guitare commence à arriver. Vous retenez, on a dit gros cuivre. Voilà, et donc ce système de club avec des grands orchestres cuivrés que Mensa importe du Ghana vers le Nigeria va se retrouver, les Anglais ont colonisé le Nigeria, ils vont créer des systèmes d'enregistrement, notamment Decca Record qui va être
un diffuseur de beaucoup de musique et d'enregistrement, jusqu'à ce que le Nigeria devienne dans les années 50 et 60 le plus gros lieu d'enregistrement en Afrique, où on le verra juste après, McCartney va venir enregistrer un de ses albums. Alors le premier qui fait la rupture avec ses grands orchestres de cuivre, il s'appelle Ikeda Hiro, et il a dans la main ce qui fait la grosse différence avec l'ensemble. Je mets toujours ça, ma femme elle adore l'accordéon. Ça la fait chavirer. Elle est là. Vous voyez, on retrouve la même rythmique, plus d'orchestre de cuivre. Et d'où ça vient? Des marins qui viennent de l'extérieur, qui reviennent avec des instruments transportables. Des centaines d'enregistrements, c'est-à-dire que le DK Record, il va faire sa fortune à lui tout seul, le Ikeda Hiro en question. Voilà, on le revoit avec son groupe d'instruments puisqu'il joue dans des clubs différents, dans des hôtels. Et il va se retrouver à chaque fois un leader, un groupe tout autour. On a le même équivalent avec Rex Lawson qui va interpréter toujours avec un élément d'instrument unique. Une guitare, une contrebasse et des trompettes et saxos. Entre les années 40 et 60, le Nigeria s'est énormément développé et depuis 60, il a pris son indépendance. Voilà, on retrouve la même chose avec Charlie Igube, guitare électrique, qui sert de leader en fait. Là, on parle de high life, c'est-à-dire vie nouvelle des années 60 avec l'indépendance et la richesse qui va avec, qui va s'écrouler avec la guerre du Biafra en 67, mais on n'y est pas encore. Voilà, popular music du Nigeria indépendant, 60-63. Et puis la célèbre Juju Music qu'on va retrouver dans ces clubs. Bobby Benson qui crée un club dans un hôtel qui s'appelle Cabane Bambou. Et il y a beaucoup de musique qui se répand par ce système-là. Et voilà à quoi ça ressemble sa musique. C'est un des seuls pays peu influencés par Cuba, en fait, dans ces années 60. Musicalement. Voilà, donc Bobby Benson et son combo sur le même principe à connaître et commettre le plus grand succès de début de cette histoire nigériane, avec cette fascination pour les taxis, avec cette vie moderne qui arrive. Et le titre s'appelle Taxi. C'est le gros tube au Nigeria dans les années 60.
Juste Bobby Benson. Je vous ai laissé l'intro parce qu'à vous, c'est pas tous les jours qu'on entend un petit taxi qui démarre. Le taxi, c'est celui qui a son véhicule et qui fait sa vie, qui est riche et qui se démerde dans ces années 60 d'indépendance. Il faut épouser un taxi driver. Je le dis pour les filles qui sont là. Voilà, vous comprenez que l'évolution à gauche, le premier bout, c'est les années 60 et jusqu'à aujourd'hui. Donc on va passer des années 60 à aujourd'hui à 140 millions d'habitants. Donc la gauche devient une capitale moderne de béton. Le Corbusier n'a pas eu le temps d'aller construire là-bas, mais si ça l'avait démangé, il y aurait été. Voilà, et ça correspond à cette high life, ce renouveau. On l'appelle la ville des skyscraper city, c'est la ville des gratte-ciel en fait que voilà. Et puis on a cette influence des années 60 avec les luttes afro-américaines qui vont marquer des gens comme Fela qui a grandi en Angleterre, l'université d'Ibadan au Nigeria, qui est construite dans ces mêmes années, avec un universitaire qui écrit des textes sur l'afro, sur un mouvement de fierté africaine au Nigeria, qui va aussi en faire des disques. C'est-à-dire on a des intellectuels qui sont capables. On en manque aujourd'hui d'intellectuels qui vont à l'université et qui font des disques en même temps. Et puis ce monsieur qui va devenir prix Nobel de littérature bien plus tard, qui s'appelle Wole Soyinka, qui est nigérian, et qui définit un concept qu'on appelle la tigritude. Si on le traduit facilement, un tigre, ça s'annonce pas, ça bondit. C'est à peu près comme ça qu'on peut le résumer. Ça vient de cette fierté afro-américaine de James Brown. Voilà, dites-le lourdement, je suis noir et je suis fier. Qui marque toute cette influence et sa venue au Nigeria également. Voilà, donc ce mouvement d'émancipation musicale, ce grandissement des cités urbaines à Lagos au Nigeria va se marier avec un sentiment de fierté noire nigériane qu'on retrouve chez ces chanteurs. Alors on le retrouve chez cet homme qui est Orlando Julius, qui est le premier à introduire ce super afro-soul et qui envoie du pâté quand on en écoute. Voilà, petite rythmique. Marqué sur la pochette Orlando Afro IDs. Alors j'ai pas résisté parce que Orlando Julius, je vous disais que Decca Records, un système d'enregistrement anglais, va se développer énormément au Nigeria, et c'est au Nigeria qu'il va y avoir tous ces moyens d'enregistrement, toutes ces maisons de disques qui vont faire la richesse du pays musicalement. Et Orlando Julius, alors là je saute dans le temps puisque j'étais dans les années 60, voilà, on peut parler de Nigerphone, des studios d'enregistrement qu'on trouve un peu partout. Là c'est un morceau plus récent qui montre qu'Orlando Julius s'est adapté au funk qui arrive 10 ans plus tard.
Ans d'écart avec le précédent. On va pas s'arrêter là. Et effectivement, il y a une rupture qui est assez forte, c'est la guerre au Biafra en 67, dont vous avez peut-être entendu parler, puisque c'est la première fois qu'en France on est choqué par les images de petits Africains noirs et que on envoie un docteur justice qui s'appelle Bernard Kouchner qui va amener sur le terrain des médias cette idée de venir secourir des gens. Petite constatation qui va évoluer ces derniers temps. Et cette guerre va fractionner complètement le pays, puisqu'en 67, il y a beaucoup de gens qui partent combattre, et donc tout ce mouvement de développement de la musique nigériane va se retrouver arrêté. Alors on en trouve une trace avec ce Chief Commander Ebenezer Obey, puisque chacun a un nom de chef, un roi. Voilà la musique Juju music dont on parlait, qui est à la mode au Nigeria dans ces années fin 60. Avec encore de la guitare électrique comme base. C'est... Alors Ebenezer Obey, je vais rechercher. D'accord. Ebenezer Obey a un succès énorme avec cette chanson qui est plutôt de la danse d'ailleurs, qui s'appelle Miliki. Vous allez me dire tout ça. C'est le son qui est ça m'intéresse. Alors le Chief Commander Obey, il est des centaines de disques sur une seule année. Voilà, plus de 660 chansons dans les années 80. On le retrouve à peu près partout en diffusion, en cassette. Et puis il va soutenir même la junte qui arrive au pouvoir. Donc il va faire un disque d'hommage au chef commandeur principal qui s'appelle Murtala Mohamed, auquel il va dédier une chanson qui est pas si mal en plus. C'est ça le problème. En fait, cette situation politique va marquer la musique nigériane. C'est une sorte de litanie qui reprend des paroles à la gloire du commandant. De durer une face entière, en fait, 9 minutes là. C'est la vertu de ne pas comprendre la parole. Ouais. Alors Ebenezer Obey, il va, comme ça arrive souvent à des stars nigérianes, finalement monter sa propre église et développer une religion personnelle dans une église à lui, puisque voilà, son album s'appelle Adam et Ève. Au verso de ses pochettes, on a toute une litanie qui reprend ses pensées, et puis on va basculer sur après cette guerre du Biafra et puis cette continuation et puis cette reprise en main, je vais dire, de la musique nigériane. Voilà à quoi ressemble Lagos fin des années 60 et la musique qu'on y entend. Welcome to Nigeria.
Alors il nous reste à voir cette façon dont petit à petit Lagos se reconstitue. Alors on voit Ginger Baker qui est le batteur de Jimi Hendrix qui emmène Paul McCartney enregistrer avec sa petite copine Linda cet album qui s'appelle Born on the Run. À gauche de la tête de McCartney, il y a écrit septembre 73 à Lagos, la ville la plus peuplée. Et puis on se retrouve avec une industrie musicale énorme. Orochi est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Prince Nico Mbarga commence, voilà, il importe les magnifiques tenues du Congo pour cette musique, qui est de la musique populaire, qui reprend notre système de guitare électrique leader qu'on a vu arriver. Plutôt de la musique populaire. Alors c'est pas forcément le meilleur looké qui fait la meilleure musique. On avait un chief commander, on a le roi Sunny Adé qui veut dire roi deux fois, qui développe la musique nigériane à son meilleur niveau. Toujours autour de la guitare électrique dont il est un très bon gars. Alors il nous faut avancer un peu, voilà King Sunny Adé qui est un grand guitariste et qui va avoir, j'ai pas pu m'empêcher de la mettre également, le premier succès international dans les années 80, qui va se retrouver un peu dans toute l'Europe. Oui. Ça vous rappelle votre jeunesse? Voilà, la musique nigériane commence à se répandre à partir de ce milieu des années 70 en Europe. Le même titre qu'on vient d'entendre. Et puis on a les clusters, qu'on appelle les Beatles nigérians, qu'on retrouve ici, qui vont faire un disque qui s'appelle, un groupe qui s'appelle Mono Mono. Et on sent que l'influence funk est en train d'arriver sur le Nigeria. Et les claviers. Voilà le même leader, je vous parlais des Beatles nigérians, Johnny Astrup, qui lui aussi mène le niveau de la musique funk nigériane. C'est là où on va commencer à parler d'Afrobeat. Alors il ne faut pas qu'on se quitte avant que je vous fasse découvrir cette merveille. Il s'appelle William Anyebar
et il va inventer la musique électro au Nigeria, le voilà avec des claviers. Alors il sort un peu de nulle part, on ne sait pas d'où il arrive, il aurait fait des études de cinéma en URSS. Il importe un Moog. Cet album-là a été réédité, il date de 78. Et le plus grand tube de Monsieur Onyeabor, le voilà. Ça, vous allez danser dessus, ça va pas pouvoir s'empêcher. Du Moog, c'est-à-dire la musique électro. Beaucoup de micros. C'est la musique qui commence jamais. I gotta say, I mean I gotta say, I gotta say, I mean I gotta say, I gotta say, shame, shame, shame. I say, shame to the land. Apparemment, il serait redevenu homme d'affaires au Nigeria, après 2 ou 3 albums. Je vous remercie. Je donne des cours d'histoire de l'art, c'est des choses qui arrivent dans ce hall, une fois tous les 2 mois, et on se revoit bientôt. Si vous aimez Monsieur Onyeabor, vous pouvez découvrir celui-là. J'aurais pu en effet aller jusqu'à Fela et à l'Afrobeat, puisque cette rencontre des deux... voilà. Mais je suis arrêté juste avant, voilà à quoi ressemble ce que fait Onyeabor sur un autre album. Ça commence doucement, mais c'est vachement bien aussi.